Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if Hey, salut, bienvenue dans un nouveau vlog. On est déjà le 16, lundi 16 octobre. Pour vous expliquer un petit peu les clips précédents que vous avez vus en intro, tous les deuxièmes week-ends d'octobre, il y a à Toulouse un festival qui s'appelle le Festival Toulouse Polar du Sud et qui réunit en fait tout ce qui est littérature policière, polar, thriller, et vous savez que moi c'est un genre que j'adore. Et à chaque année, le dimanche matin, il y a un rallye enquête qui permet de faire un espace de... une grosse enquête comme un Cluedo géant à travers la ville de Toulouse et c'est super, à chaque fois j'adore participer. Donc en équipe on a des énigmes et en fait il faut aller d'un point A à un point B. Une fois qu'on arrive au point B, on nous donne une fiche, une instruction, une énigme à résoudre, une mini-énigme qui nous amène à un autre point et ainsi de suite, et on fait un parcours et à la fin il faut répondre à un questionnaire pour découvrir qui est le coupable, etc. Donc cette année c'était un scénario qui a été écrit par Christophe Annus, que je connais pas du tout, donc ça s'appelait L'enlèvement au céréales, et qui traitait notamment de l'intelligence artificielle. Donc c'était plutôt d'actualité. Moi j'ai bien aimé l'intrigue de cette année. En plus, j'avais émis une hypothèse qui était un peu farfelue et je me suis dit... Mais ma mère, parce que ma mère et mon copain ont participé avec moi, ma mère m'a dit mais non, tu vas chercher trop loin, c'est pas ça. On a émis une théorie, puis à la fin quand on est revenu pour rendre nos conclusions, on avait totalement changé d'idée et on était parti sur une autre hypothèse. Du coup c'était pas ça. La première hypothèse était la bonne, donc on n'a pas réussi à répondre correctement et en plus il y a aussi une question de chrono. Je pense que niveau timing on était bon, mais niveau réponse ça l'a pas fait, donc on a perdu, mais bon c'est pas grave. En tout cas on s'est bien amusé, c'était plutôt chouette. En plus il faisait très beau à Toulouse ce jour là. Ensuite on a profité pour manger un petit burger au food truck qui était affrété pour le festival. Et en attendant les résultats qui étaient à 15h du rallye enquête, on a décidé de faire un petit tour au forum, notamment parce qu'il y avait des tables rondes, il y avait des rencontres avec des auteurs, etc., de thriller et de polar. Et donc on a assisté à la conférence des violences faites aux femmes dans le polar, avec notamment Louise May, Marin Ledin et Hélène Couturier. Alors moi je connaissais pas du tout Hélène Couturier, j'avais déjà lu un livre de Marin Ledin et Louise May aussi, et j'ai d'ailleurs Les Ravagés dans ma pile à lire. Ça m'a donné envie de le sortir, mais bon, il fait pas partie de ma pile à lire de l'automne et j'ai beaucoup trop de livres à lire pour le pack, donc voilà. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé cette conférence, c'était vraiment intéressant. J'ai découvert Louise May en tant que personne et son militantisme. C'était, voilà, elle a une façon de parler qui est... Voilà, qui est hyper bien, enfin voilà, c'est documenté, ses arguments, enfin voilà, on sent qu'elle est féministe et que vraiment ça lui tient à cœur, donc c'était vraiment chouette. Et puis voilà, c'était tout pour le Festival Toulouse Polar du Sud. Évidemment, je reviendrai, je pense, l'année prochaine, refaire un rallye enquête et re-assister à des conférences parce que c'est toujours hyper intéressant et c'est un chouette festival vraiment. Si vous êtes à Toulouse le deuxième week-end d'octobre, et que vous aimez le polar, n'hésitez pas. Sinon je vous reprends parce que j'ai 2 unboxings à vous faire et j'ai terminé un livre depuis, entre temps, depuis le dernier vlog. Donc j'ai terminé Le Collier Rouge de Jean-Christophe Ruffin, c'est aux éditions Folio. Donc ça c'est un petit livre qui m'avait été prêté par ma copine Laura. Il fait 160 pages, donc c'est vraiment très très court. Donc on est dans une petite ville du Berry,
c'est à Bourges je crois, il me semble, enfin pas loin de Bourges. On est en plein été en 1919, donc juste après la Première Guerre mondiale, et on a un héros de guerre qui est emprisonné dans une prison. Il est le seul prisonnier de cette prison, de ce petit village, et on va avoir un juge ancien militaire qui va venir là pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et savoir quel va être le jugement de ce prisonnier. Ce prisonnier est là, on ne sait pas trop pourquoi, on sait juste qu'il a fait quelque chose le jour du 14 juillet et que ça a un rapport avec son chien qui est devant la prison, sur la place devant la prison, et qui ne cesse d'aboyer jour et nuit, et ça rend fou d'ailleurs on va dire, comment on appelle ça, le maton de celui qui le garde dans la prison. Et donc on va aussi suivre une jeune femme qui est en fait la compagne ou l'ex-compagne de ce prisonnier, et qui va aussi apporter un éclairage quand le juge va aller la voir pour l'interroger sur sa relation avec ce prisonnier. Elle va apporter aussi un éclairage sur lui. Alors toute l'intrigue repose vraiment sur ce suspense de savoir qu'est-ce que ce prisonnier a fait le jour du 14 juillet qui a un rapport avec son chien. Et en fait ce chien c'est un peu le nœud de l'intrigue, mais en même temps c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Moi je m'attendais vraiment à quelque chose de très dans l'émotion, la relation avec l'animal, comment se reconstruire après les horreurs de la guerre grâce à l'amour d'un animal, d'un chien, etc. Mais pas tant que ça en fait, ça parle pas du tout de ça. Le chien il est hyper fidèle au prisonnier, mais le prisonnier ne le lui rend pas vraiment, puisqu'en fait il le considère, enfin il le tolère à peine, il n'éprouve pas vraiment d'affection pour ce chien. Mais c'est quand même bizarre en fait cette relation qu'il y a entre les deux. Et le juge qui essaye de comprendre, et ça va mettre à mal un petit peu ses convictions, ses valeurs humaines, etc. Voilà, ça se lit plutôt bien, les chapitres sont courts, il fait 160 pages. J'ai passé un bon moment de lecture, mais je m'attendais à des émotions plus poignantes. Si on regarde bien la couverture, ça spoil tout le roman de pourquoi, du comment, de qu'est-ce qui s'est passé avec ce chien. On comprend à la fin pourquoi, le titre, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, c'était pas non plus un cliffhanger de malade, c'était pas la révélation du siècle, mais voilà, ça a fait le taf. Voilà. Jean-Christophe Rufin, il fait partie de l'Académie française, mais pour autant c'est très accessible, très abordable, ça se lit bien. C'est pas la lecture de l'année, mais voilà, ça se lisait bien. Et donc je vais terminer cette séquence par les deux petits unboxings. Donc il me vient de tous les deux de Cherche Midi, puisque je suis en partenariat avec les éditions Cherche Midi. Comme vous le savez, je fais partie du comment on appelle ça, la team thriller. Voilà, la team thriller de Cherche Midi. Alors, ok, donc il s'agit donc de la dernière sortie, donc l'héritage Mona Lisa, Mona avec 2 N. Donc les enquêtes de Luc Perron, c'est de Jonathan Santlofer, j'espère que je le dis bien, donc c'est au Cherche Midi. Comme on le voit sur la 4e de couverture avec le titre, on va parler de la Joconde. Donc je vous lis la 4e de couve. On est à Paris le 21 août 1911. Un homme s'introduit de nuit dans le musée du Louvre et s'empare de la Joconde. La stupeur est internationale. Le tableau ne sera retrouvé que 2 ans plus tard à Florence. Florence 2019. L'historien d'art Luc Perron se rend dans la légendaire bibliothèque de la basilique San Lorenzo. Le journal de son grand-père, Vincent Perugia, le voleur de la Joconde, vient d'être retrouvé par un collectionneur. Grâce à ce document inestimable, Luc espère résoudre quelques mystères vieux d'un siècle. Qui a commandité le vol et pourquoi? Accompagné d'un inspecteur d'Interpol de Lyon et d'une étrange jeune femme rencontrée à Florence, Luc se lance dans une quête qui le mènera du monde des collectionneurs à celui des moines franciscains. Il comprend bientôt à quel point ses recherches mettent en danger de mystérieux adversaires, prêts à tout pour laisser dans l'ombre une vérité dérangeante. Avec cette première enquête de Luc Perron, Jonathan Santford nous propose, entre Paris et Florence, une exploration passionnante des arcanes du monde de l'art. Se fondant sur des faits réels, il développe une hypothèse étonnante autour du tableau de Léonard de Vinci
qui passionnera les amateurs d'histoire et d'intrigue. Ça a l'air plutôt chouette, en plus moi, vous le savez, mais je suis une grande adepte de Florence, c'est une de mes villes de cœur que j'adore. Et puis j'aime beaucoup aussi Léonard de Vinci, la Joconde. C'est peut-être pas mon préféré, mais c'est celui qui est le plus connu. Donc si je lis bien le petit papier qui m'est envoyé avec, donc c'est déjà paru puisqu'il est sorti en librairie le 12 octobre. Donc voilà, vous pouvez le retrouver dès à présent en librairie. Et moi, je le lirai prochainement dans le cadre d'un book talk, je pense. Et je vous en reparlerai évidemment une fois que je l'aurai lu. Je poursuis avec le deuxième paquet qui me vient aussi de Cherche Midi. Et je sais ce que c'est puisque je l'attendais. Je l'avais mis même dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Il s'agit du nouveau tome des enquêtes d'Anna Swanson, donc Meurtre et Carrot Cake. C'est toujours de Joanne Fluke et c'est publié aux éditions Cherche Midi. Donc c'est le tome 9. Il fait très automnal, vraiment cette couverture est parfaite pour l'automne. Voilà, j'ai très hâte de retrouver Anna. Je vais pas trop vous le dire, le résumé, parce que c'est un tome 9, donc j'aurais peur de vous spoiler. Mais voilà, ce petit cosy mystery que j'adore. Si vous êtes tenté par l'aventure d'Anna Swanson et que vous n'avez pas envie d'être... alors c'est un format semi-poche, hein, c'est pas un format poche ni un format grand format, comme vous voyez là par exemple par rapport au grand format. C'est un semi-poche, mais il est quand même à 15,90 €. Mais si jamais vous avez envie de tenter l'aventure en poche, en vraiment poche, vous les avez aussi aux éditions Point qui sont sortis. Donc il y a les 3 premiers tomes qui sont sortis chez Point. Donc vous pouvez tenter pour voir si ça vous plaît. Mais en tout cas voilà, moi je suis ravie et je pense que je vais m'y jeter de suite très prochainement parce que il fait partie de ma pile à lire du pack. Donc c'est trop cool. Merci beaucoup Cherche Midi. Voilà, c'en est tout pour moi pour l'instant. Je vous reprends plus tard si j'ai des choses à vous montrer ou à vous parler. Salut, on est jeudi, quel jour est-il? Jeudi 19 octobre, je vous reprends puisque j'ai des petites choses à vous montrer. Par quoi je commence? Je suis désolée, vous risquez de voir ma ring light dans mes lunettes, mais il est 18h quoi, même pas 18h30, je rentre du boulot et il fait presque déjà nuit, c'est catastrophique et encore on n'a pas encore changé d'heure pour être à l'heure d'hiver. Mais je sais pas, il fait tout gris, il pleut, enfin bon, l'automne est là, enfin. Mais du coup, j'ai investi dans une ring light pour pouvoir quand même filmer cet hiver, parce que la luminosité c'est catastrophique. Mais bon, je suis encore en train d'ajuster des choses. Voilà, la lumière, c'est tout un art que je ne maîtrise pas encore, mais ça viendra. Donc, par quoi je débute? Écoutez, j'avais envie de vous parler de ma commande à l'atelier Rosemood. Alors l'atelier Rosemood c'est une application, site web qui permet de créer en fait des albums photos, des faire-part, enfin plein de choses en rapport avec les photos, enfin c'est comme un imprimeur j'ai envie de dire. Et j'avais vu ça pas mal passer sur les réseaux. Je crois que je l'avais vu pour la première fois sur le compte de La Mouette et qui avait fait des photos de voyage, enfin des albums de voyage et je trouvais ça super. Donc j'avais envie de tester et franchement je suis hyper ravie par le résultat. C'est hyper facile d'accès, que ce soit l'application mobile ou la version web. C'est hyper bien expliqué, tu peux faire plein de choses, tu peux choisir le papier, tu peux choisir le format, la couverture, etc.
tu mets en page ton album photo et le service est top parce que franchement tu as un suivi de la commande, même les mails ils sont trop mignons et le colis était trop chou. Bon, j'ai enlevé le carton puisque voilà, je l'ai reçu hier. Et donc c'était emballé, bien emballé en plus, il y avait marqué fragile, ne pas plier. Donc j'ai mes 3 albums, j'avais attendu d'avoir suffisamment de matière pour faire une commande groupée et profiter d'un code promo, je crois que j'ai moins 15%. Et voilà, j'ai fait mes 3 albums de l'Écosse, de l'Irlande et de Vienne et je suis ravie, ça rend trop bien, ils sont magnifiques. J'ai aussi eu une petite carte de remerciement avec un code promo. Je vous mettrai en barre d'infos le lien si jamais vous avez envie de creuser la question et le code promo qui est valable jusqu'au 30 novembre 2023. Donc voilà, si jamais vous avez des cadeaux à faire là pour les fêtes de fin d'année, ça peut être sympa. Et donc voilà, il y a un petit merci à chaque fois puisque j'avais 3 commandes, donc il y a 3 fois merci. Avec le numéro et qui te demande aussi de faire un avis client. Enfin même les mails ils sont trop bien, enfin voilà. Le suivi est top, la qualité mais c'est juste magnifique. Je pense que je vous ferai un petit insert là, un petit close-up pour vous montrer un peu mieux parce que quand il fera jour, parce que vraiment mais ah là là c'est trop beau. Ça m'a remis du baume au cœur parce que j'étais un peu déprimée avec le temps et tout. Mais alors là de voir mes photos de vacances. Voilà, regardez-moi ça. En Irlande. Non, ça c'était l'Écosse. Le train d'Harry Potter. Est-ce que vous le reconnaissez? Enfin voilà, c'était trop bien. Le papier est top. Enfin, on sent que c'est quand même qualitatif. Qu'est-ce que je peux vous montrer qui spoile pas? Enfin, où on n'a pas nos têtes. Celle-là, j'aime bien aussi. Et puis, Vienne. Voilà, avec le château de Schönbrunn. Ah, c'était beau quand même. Je vais vous montrer la... Hop. Là, je vais vous montrer la maison Underwasser aussi. On peut faire des pleines pages, on fait des compositions, on peut mettre du texte. Enfin, c'est vraiment top. Donc voilà, je suis ravie. Atelier Rosemood, j'avais envie de tester et franchement, je suis agréablement surprise par le résultat. C'est hyper qualitatif. Et ça peut être aussi des chouettes idées de cadeaux pour Noël. Voilà pour ça. Je poursuis avec, écoutez, tant que je suis dans le déballage, autant continuer avec un petit unboxing des familles, puisque je sais exactement ce que c'est. C'est Tornada qui m'a encore proposé de recevoir un de ses thrillers. Je remercie beaucoup Tornada. Alors... Donc il s'agit de le dernier festin des vaincus de Estelle Tarot. J'imagine qu'on dit Tarot et pas Tarot. Donc c'est aux éditions Tornada. On va parler des autochtones au Canada, il me semble. Donc je vous lis la 4e de couverture. Un soir de réveillon, Naomi Sheehan disparaît de la réserve indienne de Meshkano. Dans une région minée par la corruption, le racisme, la violence et la misère, un jeune flic, Logan Robertson, tente de briser l'omerta qui entoure cette affaire. Il est rejoint par Nathan et Alice qui, en renouant avec leur passé, plongent dans l'enfer de ce dernier jalon avant la toundra. Un thriller dur qui éclaire sur les violences intracommunautaires et les traumatismes liés au pensionnat indien, dont les femmes sont les premières victimes. Au Canada, une autochtone a 10 fois plus de risques de se faire assassiner qu'une autre femme. Et ça c'est vrai parce que elle en parle souvent, Victoria Charlton, sur sa chaîne, que cette espèce de violence systémique, enfin en tout cas il y a beaucoup d'assassinats et de disparition de femmes autochtones au Canada, donc c'est vraiment un vrai, c'est un vrai phénomène qui se passe là-bas, mais vraiment terrible quoi. Donc voilà, à voir ce que ça donne. En tout cas, je suis ravie de l'avoir reçu. Merci beaucoup, Tornada. Il commence à faire nuit, mais tant pis, je continue. J'ai terminé un livre depuis la dernière fois. Donc, il s'agit de Le courage de partir de Barbara Kaufman aux éditions Essie Roman. Et c'est un roman coach, comme c'est indiqué ici. Je ne connaissais pas du tout le principe des romans coach. C'était la première fois que j'en lisais un et j'étais plutôt agréablement surprise. C'est ma copine Laura qui me l'a prêté en me disant que ça allait me parler, puisque voilà, on va aborder une thématique. En fait, le principe du roman coach, c'est que on va aborder une thématique. Ici, c'est
comment se sortir d'une relation toxique avec un pervers narcissique. Et du coup, il y a une première partie qui est une œuvre de fiction qui va retracer en fait cette histoire, cette thématique. Et on a une partie coach, un peu plus développement personnel, où on nous explique le pourquoi du comment et nous donner des clés pour essayer de comprendre ce phénomène, les mécanismes, tout ça, tout ça. Donc c'était plutôt une bonne lecture. Donc on a cette première partie où on va suivre Jeanne qui a 34 ans. Quand on démarre le bouquin, ça fait 8 ans qu'elle est en couple avec son mari Antonio. Ils ont 2 enfants, ils habitent dans un très bel appartement à Paris. Lui travaille dans le luxe, elle travaille dans une maison d'édition. Tout semble leur réussir, sauf que petit à petit, Jeanne va prendre conscience que son mari est vraiment la cause de son mal-être, puisqu'elle se sent de plus en plus mal, de plus en plus enfermée dans cette relation. Elle a l'impression d'étouffer, elle a l'impression de marcher sur des œufs, il se met souvent en colère, il la dénigre, il exerce beaucoup de violence psychologique sur elle, et ça a un impact un peu indirect aussi sur ses enfants, et donc elle se sent de plus en plus mal et elle ne sait pas ce qui se passe. Et petit à petit on va suivre le cheminement de Jeanne pour prendre conscience en fait de la toxicité de son mari, de son côté pervers narcissique, manipulateur. Elle va être évidemment entourée de sa famille, de ses amis, et voilà, on suit tout le cheminement vers la prise de conscience et l'action pour arriver à s'en sortir et donc de partir, puisque c'est tout l'objet du livre, c'est qu'on ne peut pas vivre avec, on ne peut pas soigner un manipulateur. La seule issue possible, c'est de partir ou de mourir. Mais en tout cas, il n'y a pas d'autre issue. Donc voilà, le propos est là. Donc pour la partie histoire fictionnelle, voilà, j'ai trouvé que c'était bien écrit, ça se lit super bien, les personnages sont assez bien construits, l'intrigue est plutôt bien. J'ai un peu déploré le fait qu'on arrive un petit peu in medias res dans l'histoire, alors que Jeanne a déjà 8 ans de relation derrière elle, et c'est comme si elle ouvrait seulement les yeux maintenant, alors que l'emprise, ça commence un peu dès le début quoi. Alors c'est évoqué vaguement, mais j'aurais aimé que ce soit un peu plus montré, cette lente mise en place de l'emprise, des mécanismes de manipulation, etc. C'est quelque chose de très insidieux et qui prend de nombreuses années, et là c'est à peine évoqué, donc bon, c'était un petit peu dommage. Ce que j'ai bien aimé par contre, c'est que l'autrice place ses personnages et son intrigue dans un milieu aisé, aussi bien financièrement que intellectuellement, puisque lui voilà, travaille dans le luxe, elle dans la maison d'édition, dans une maison d'édition où dont l'auteur a un prix Goncourt, enfin voilà, on est quand même sur un milieu aisé à Paris, parisien, etc. Pour montrer vraiment que ça peut arriver à n'importe qui, que ce n'est pas une question de manque d'intelligence ou de faiblesse. C'est vraiment, voilà, ça peut arriver à n'importe qui de croiser des personnes toxiques, malheureusement. Là, elle l'a placé dans le couple parce que ça arrive souvent dans les relations amoureuses, mais ça peut aussi arriver en amitié, au travail, dans la famille aussi. Voilà, il n'y a pas de schéma particulier. Il y a autant de manipulateurs qu'il y a d'individus, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'ai trouvé aussi un petit peu dommage que celui qui la sauve, c'est un homme. Bon, voilà, je vais pas trop vous spoiler, mais c'est son frère. Mais c'est pas tant le propos en fait. C'est parce que financièrement, elle peut pas s'en sortir à Paris seule avec 2 enfants et son seul salaire. Et ça montre bien aussi le fait, c'est une réalité, que les femmes sont beaucoup moins bien loties en matière de ressources financières que les hommes. Et en cas de séparation, c'est d'autant plus compliqué. Et ça, c'est vraiment bien évoqué dans le livre. Après, voilà, j'ai trouvé le propos hyper bienveillant, hyper bien amené, c'est bien construit. Alors moi qui connais un petit peu le mécanisme parce que je l'ai vécu de l'intérieur, donc je voyais un petit peu les ficelles narratives et où est-ce que l'autrice voulait nous mener, mais c'était plutôt bien fait. Et puis pour la partie coach, moi j'ai trouvé que le propos était bien amené, ça donne des clés pour essayer de comprendre, avec des exercices pratiques, des tableaux pour et contre ou ce genre de choses. Ça donne aussi des clés aux proches des victimes pour aider, parce que des fois on ne sait pas comment réagir ou comment apporter son aide à une personne victime d'un manipulateur. Là ça permet de aussi faire comprendre à d'autres personnes ce que c'est
et comment aider. Donc c'était plutôt chouette. J'avais envie de tout souligner et tout, mais comme ce livre ne m'appartient pas et appartient à ma copine Laura, j'ai pas osé, mais j'ai mis des post-it moches. Je le lisais quand j'étais au bureau, donc forcément j'avais des post-it moches sous la main. Là, c'était quoi ah oui, une expression qui moi m'a beaucoup parlé et qui vraiment résume assez bien ce que c'est qu'une relation toxique avec un pervers narcissique. C'est quand elle dit je n'ai jamais laissé paraître à quel point son aspect caractériel me rongeait comme de l'acide. Et c'est vraiment ça l'expression, être rongé comme de l'acide. C'est vraiment l'effet qu'ont ces manipulateurs narcissiques sur leurs victimes, c'est-à-dire qu'ils grignotent petit à petit ta joie de vivre, ton âme, ils te vampirisent en fait, mais tu t'en rends pas compte en fait sur le coup. Toi, tu es amoureuse, voilà, tu peux pas penser un seul instant qu'il existe des gens qui sont dénués d'amour, dénués d'âme, dénués de culpabilité, d'empathie, enfin des personnes vraiment malveillantes, hein, mais bon, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il existe des victimes privilégiées, les pervers narcissiques ou simples manipulateurs savent très bien les reconnaître. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce ne sont pas des personnes particulièrement fragiles psychologiquement, des gens faibles, comme certains médisants voudraient bien le croire. Du moins, ils ne sont pas plus perdus dans les méandres de la vie que la moyenne d'entre nous. Seulement certains traits de personnalité deviennent des leviers potentiels pour ces personnes mal intentionnées. Or, à bien y regarder, la plupart de ces éléments naissent de nos qualités humaines, car le premier point commun des victimes est la générosité au sens large. Être bienveillant envers l'autre, empathique, prêt à se donner pour lui, pour son couple, disposé à voir les gens et les choses sous leur plus beau jour, croire en son prochain, voilà bien des choses difficilement critiquables. Et pourtant, ce sont des failles parfaites pour les manipulateurs. Voilà. Donc ça veut tout dire. Mais en tout cas, voilà, j'ai passé un bon moment de lecture. C'était pas la lecture du siècle non plus, mais je pense qu'il a plus une vocation pédagogique. En ce sens, je le conseillerais, je le recommanderais au même titre que la BD de Sophie Landa, Tant pis pour l'amour, qui donne aussi des clés pour comprendre, parce que quand on est dans une relation comme ça, il faut prendre conscience, poser des mots pour comprendre et commencer à se libérer. Voilà, c'est hyper important d'avoir ce côté pédagogique. Donc voilà, c'était une lecture que je recommande si jamais vous êtes curieux, si jamais vous êtes dans ce type de relation, ou même si vous en êtes sorti rétrospectivement comme moi. Voilà, c'est important de poser des mots et de savoir comment faire, donc c'est essentiel. Bon, je vois que ma batterie est en train de clignoter, donc je vais arrêter là pour cet enregistrement et je vous reprends plus tard. Ciao! J'ai fait un peu de tri dans la bibliothèque parce que là ça commençait à ne plus en pouvoir. Je n'avais plus de place pour ajouter les nouveaux livres que je venais de lire dans mes bibliothèques. Donc j'ai deux bibliothèques. J'ai donc celle-ci qui est juste derrière la porte. Voilà, donc c'est par ordre alphabétique en fait que c'est classé. Et j'ai celle-ci à côté de la télé. Donc pareil, ça c'est la fin de l'ordre alphabétique. Et je commençais à plus avoir de place dans mes bibliothèques pour justement rajouter les nouveaux livres lus. Donc là c'est que des livres lus et ma palle elle est dans une autre pièce. Et donc voilà, ça a pris. Je me suis dit que j'allais un petit peu trier, enlever des livres qui me servent plus ou que j'avais pas trop aimé, et que je relirai pas de toute façon. Donc voilà, je sais pas trop ce que je vais en faire. Je vais voir si je peux en vendre certains peut-être sur Gibert ou sur Vinted. Je sais même pas parce que j'ai un peu la flemme aussi de faire tous les colis, d'aller les amener, tout ça. Ou alors en boîte à livres, je ne sais pas. On verra. En tout cas, ils sont sortis, je vais les stocker ailleurs. Voilà, en attendant de savoir quoi en faire. Mais au moins, ça me fait un peu de place. Et ça fait plaisir.
Salut, je vous reprends pour clôturer ce vlog. On est dimanche 5 novembre et comme vous pouvez certainement l'entendre à ma voix, je suis malade. Voilà, donc j'ai chopé la crème, tout simplement. Je pense que le changement de température, la pluie, le froid, le changement d'heure, les jours qui raccourcissent, tout ça a eu un effet sur mon organisme en fait, a contribué à mettre à mal mon organisme, mais bon, c'est juste une crème, hein, je survivrai, c'est pas très grave. Mais c'est vrai que c'est pas hyper pratique pour tourner des vidéos, je pense que ça doit pas être hyper cool pour vous aussi de m'entendre avec cette voix de crooner. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Je vous reprends parce que j'ai terminé une lecture depuis la dernière fois et j'ai aussi un livre à vous montrer que j'ai trouvé en boîte à livres. Donc je vais commencer par ça. Donc j'ai trouvé Les Hauts de Hurlevent de Émilie Brontë aux éditions Le Livre de Poche. Donc je l'ai trouvé en boîte à livres il y a peut-être, je sais pas, 15 jours, un truc comme ça. C'est une très vieille édition des années 50 où il n'y a pas du tout de résumé derrière, mais moi j'aime bien ce côté vintage. Voilà, je pense que vous connaissez tous Les Hauts de Hurlevent, ça fait partie vraiment des classiques de la littérature anglaise. Voilà, j'avais déjà lu Une sœur Brontë, mais c'était Charlotte avec Jane Eyre que j'avais beaucoup aimé. Donc voilà, pourquoi pas découvrir sa sœur Emily. Je vais vous lire quand même le résumé qu'il y a sur Livre Addict parce que là il n'y a pas du tout de résumé. Alors, les Hauts de Hurlevent sont des terres balayées par les vents du nord. Une famille y vivait, heureuse, quand un jeune bohémien attira le malheur. Monsieur Earnshaw avait adopté et aimé Heathcliff, mais ses enfants l'ont méprisé. Cachant son amour pour Catherine, la fille de son bienfaiteur, Heathcliff prépare une vengeance diabolique. Il s'approprie la fortune de la famille et réduit les héritiers en esclavage. La malédiction pèsera sur toute la descendance jusqu'au jour où la fille de Catherine aimera à son tour un être misérable et frustre. Voilà. Alors je sais pas quand est-ce que je le lirai, mais en tout cas je suis quand même contente de l'avoir dans ma pile à lire. Voilà, ça fait partie de ces classiques, je pense qu'il faut lire, donc voilà. Ah là là, je suis vraiment dans le dur là. J'ai une sale tronche. Bon, c'est pas grave. C'est la vraie vie, hein, voilà. J'ai terminé un livre depuis la dernière fois, un livre qui fait partie de ma pile à lire de l'automne et je suis ravie parce que c'est un livre aussitôt reçu, aussitôt lu, donc il n'a pas fait long feu dans ma pile à lire. C'est Meurtre et Carrot Cake de Joanne Fluke, donc les enquêtes d'Anna Swanson, publié au Cherche Midi. Et donc c'est le tome 9 de ce petit cozy mystery. Donc on retrouve Anna Swanson, notre jeune pâtissière de Lake Eden, cette petite ville du Minnesota. Cette intrigue se passe à la fin de l'été, donc plutôt fin du mois d'août. Et va y avoir une grande réunion de famille de son associée Lisa qui va décider de faire une grande fête familiale pour réunir sa famille à elle qui est très nombreuse et la famille de son mari Herb qui est aussi très très nombreuse. Et donc, désolée, petite interruption du téléphone. Donc je vous reprends. Je disais donc que Lisa va organiser, donc l'associée de Lisa, l'associée de Anna, va organiser une grande fête de famille sur plusieurs jours parce qu'elle a une très nombreuse famille de son côté à elle, mais aussi du côté de son mari Herb. Et d'ailleurs, son mari Herb, son oncle, l'oncle Gus, avait disparu, c'était le frère de sa mère, avait disparu mystérieusement. En tout cas, il avait quitté la ville 30 ans auparavant et sans donner de nouvelles à sa famille. Et jusqu'à cette fameuse réunion de famille où il va revenir, l'oncle Gus se présente comme un self-made man, c'est-à-dire qu'il a réussi dans la vie. Il est flambeur, voilà, il montre sa Rolex, sa belle voiture, ses beaux costumes, etc. Il régale tout le monde, etc. Mais ça cache quand même quelque chose. Et le lendemain, alors que toute la famille devait se réunir pour un déjeuner, l'oncle Gus manque à l'appel et donc Dolores, la mère de Anna qui faisait partie du comité qui organisait donc ce repas de famille, va demander à sa fille Anna d'aller chercher l'oncle Gus parce qu'il doit venir pour la photo de famille, etc. etc. Donc Anna va se mettre en quête de l'oncle Gus, sauf que elle le trouve nulle part, il n'est pas dans son bungalow, elle ne sait pas où il est, jusqu'au moment où elle va aller à la salle des fêtes où ils étaient la veille pour faire la soirée, et elle va le retrouver mort avec un pic à glace. Voilà, il s'est fait poignarder par un pic à glace
Donc forcément c'est un meurtre et Anna a encore malencontreusement découvert un cadavre. Mais cette fois-ci Dolores, sa mère, l'engueule pas trop parce que se dit bah, c'est moi qui l'ai envoyé chercher l'oncle Gus, donc bon, je suis un peu responsable de ça. Et aussi cette fois-ci, Anna ne va pas enquêter en sous-marin comme elle a l'habitude de faire parce que Mike, donc un de ses prétendants, elle a 2 prétendants, Mike et Norman, Mike qui est policier, cette fois-ci il va se dire bon ben à chaque fois Anna enquête en sous-marin, en tsum-tsum derrière Armando et elle réussit à résoudre les enquêtes. Visiblement elle a quand même un don pour ça, donc il va se dire ok, vous avez le droit de faire votre enquête à condition que vous me remontiez toutes les infos intéressantes que vous allez découvrir. Parce qu'en plus, elle a quand même une promiscuité avec les habitants de Lake Eden, puisqu'elle les connaît depuis toujours. Ils lui font confiance, beaucoup plus qu'à Mike, qui est policier et qui vient d'arriver en ville. Donc forcément, ça crée un lien particulier. Donc les habitants se confient beaucoup plus à Anna qu'à Mike. Donc cette fois-ci, il va l'autoriser à enquêter. Avec toujours bien évidemment l'aide de ses sœurs Andrea et Michelle, et puis de Norman qui est son autre prétendant, qui est le dentiste du village, enfin de la petite ville. Et voilà, donc c'est du cosy mystery, c'est toujours bon enfant. Moi j'adore me replonger dans cette petite ville, retrouver ces personnages que j'ai appris à connaître au fil des tomes et que j'aime beaucoup. C'est un petit peu cliché, c'est voilà, ça casse pas non plus 3 pattes à un canard, c'est pas la lecture du siècle, mais j'ai toujours la certitude de passer un bon moment de lecture. Là où je trouve un petit peu dommage dans ce tome 6, c'est que je trouve que la fin est un petit peu vite expédiée, que les explications finales étaient un petit peu voilà, un peu bâclées, enfin voilà, le pourquoi du comment, de qui est le coupable, etc. J'ai trouvé ça un petit peu léger sur ce tome-ci. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas tout l'enjeu, c'est pas ça. Ce qui est aussi bien pratique dans ce genre de bouquin à chaque fois, c'est que la personne qui meurt, c'est soit quelqu'un d'antipathique qu'on n'aime pas beaucoup, soit c'est quelqu'un qui vient tout juste d'arriver en ville et qu'on ne connaît pas vraiment. Là, il se trouve que c'est l'oncle Gus qui, pareil, débarque après 30 ans d'absence mystérieuse. Donc ça tombe toujours plutôt bien, hein, parce que du coup on n'est pas vraiment attristé par les personnages qui meurent. Et on ne se concentre pas beaucoup sur l'aspect glauque du meurtre. Il n'y a pas de diffusion de sang. Enfin, voilà, tout ça n'est pas très décrit, ça reste du cosy mystery ou du cosy murder. Donc ça reste doudou. Les personnages sont toujours en train de manger des gâteaux, de boire du café et il y a toujours des recettes. Alors cette fois-ci il y a quand même des recettes salées, puisque on est avec un repas de famille, donc il y a aussi des plats salés. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Je passe toujours un bon moment de lecture et je lirai évidemment la suite avec grand plaisir. Le tome 10 sortira au mois de février, donc voilà, je serai au rendez-vous. Voilà, c'en est tout pour moi pour ce vlog lecture, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas, parce que ça m'aidera beaucoup, ça donnera un bon signal aussi à l'algorithme de faire découvrir cette vidéo à d'autres personnes, puisque comme vous le savez, c'est toujours un petit peu compliqué. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite évidemment de très bonnes lectures. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu derrière moi, ce que vous avez fait de belles découvertes. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!